J'ai commencé à investir à l'âge de 11 ans. J'ai juste tergiversé jusqu'à ce que je sois vieux, 7 ou 8 ans. Mais malheureusement, je n'ai commencé qu'à l'âge de 11 ans. Mais j'ai acheté ma première action quand j'avais 11 ans, puis j'ai vécu tout un tas de choses comme le timing des actions, le cartographier et faire tout cela. Des choses folles, c'était très amusant, aucun profit mais très amusant. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 19 ans. Et j'ai lu tous les livres sur l'investissement dans la bibliothèque publique. C'était fascinant pour moi mais je n'en avais pas le cadre. Je cherchais juste quelque chose. J'espérais que les petites choses sur un graphique me le diraient. Quelque chose sur ce qu'allait faire une action. C'était un peu fou mais d'autres le faisaient alors j'ai pensé que je le ferais aussi. Parfois tu retournes la table, tu sais que ça n'aiderait toujours pas. Puis en 1949, j'ai lu L'investisseur intelligent par Ben Graham. Je n'en avais jamais entendu parler jusque-là. Il n'y a en fait que 2 chapitres dans ce livre qui sont la clé, mais ils définissent mon cadre philosophique pour investir de 3 manières. Ils sont si basiques et simples qu'il est difficile pour comprendre comment ils pourraient aussi être importants, mais les 10 commandements sont simples. Vous savez, la première chose à comprendre est qu'une action fait en réalité partie d'une entreprise. Je veux dire, tu ne peux pas voir ça comme quelque chose de séparé. Il s'agit de valoriser une entreprise dans son ensemble, puis de la diviser par le nombre d'actions disponibles. Mais ce qui compte vraiment, c'est de réfléchir au type d'entreprise dont il s'agit, à l'Est, plutôt que de se concentrer uniquement sur son symbole boursier. Il faut s'interroger sur ses caractéristiques économiques par rapport à ses concurrents et à quoi ressemble sa gestion. Toutes ces choses sont liées à une entreprise et non à un simple petit symbole que je reconnaissais quand j'avais 11 ou 12 ans. Je pouvais regarder ces symboles boursiers sur les conseils d'administration de la bourse de New York, comme Harris, vous savez, mais je n'ai vraiment rien compris. Je pouvais faire correspondre certains symboles comme X pour l'acier et T pour autre chose, mais je n'ai pas vraiment saisi le concept dans son ensemble. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait derrière ces symboles. Donc, j'ai dû commencer à prêter attention à ces petits symboles ou noms dans les journaux en tant que véritables entreprises et comprendre comment valoriser une entreprise par moi-même. Ce qui compte, en deuxième lieu, dans le livre, Graham vous donne une merveilleuse idée de la façon dont l'investisseur devrait réagir aux fluctuations du marché boursier. Il parle de son mythique Mr. Market au chapitre 8. Il n'y a pas eu de meilleure chose écrite en termes d'attitude des investisseurs à l'égard des cours boursiers. La plupart des gens réagissent mal au cours des actions. Je veux dire, ils se sentent bien lorsque leurs actions montent. Ils se sentent mal lorsqu'ils baissent. Ils pensent que la bourse est là pour les instruire. Et M. Market est ce partenaire que vous avez pour investir. Vous savez qu'il est un partenaire remarquablement serviable. Ce type vient tous les jours et il vous dit ce qu'il vous payera pour votre intérêt dans l'entreprise ou ce qu'il vous vendra davantage au même prix. Personne ne fait jamais cela dans une entreprise privée. Si vous êtes propriétaire et je possédais une station-service ensemble, je disais que chaque jour je voulais que vous veniez et m'offriez votre moitié d'intérêt dans la station. Et je peux soit acheter votre moitié, soit vous vendre ma moitié au même prix. Et vous devez venir chaque jour et le faire. Vous seriez terriblement désavantagé. Vous seriez particulièrement désavantagé si vous êtes monsieur le marché sur le marché. Parce que monsieur le marché ou un ami du marché qui vous donne obligamment ses chiffres chaque jour, des chiffres différents à la fin de la journée en début de journée, mais il nomme un prix auquel vous vous achèterez, soit ce qui est beau chez lui. C'est que ce type est un alcoolique maniaco-dépressif. Je veux dire, il est aussi malade qu'il vient. Il se promène toute la journée. Et tu sais qu'il va nommer toutes sortes de prix fous. Tu n'as pas à y prêter attention, sauf quand c'est à ton avantage de le faire. Si c'est une fois par an, si c'est une fois tous les 5 ans, c'est un stock sur 3000, tout ce que vous avez à faire est de rester là. Vous n'avez aucune responsabilité morale envers lui. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le moment où il est particulièrement déprimé, ou particulièrement maniaque, ou particulièrement ivre, ou quoi que ce soit. Le marché sera toutes ces choses, et vous en profitez. C'est ce qui est remarquable dans les actions. Si vous y réfléchissez bien, si vous regardez les hauts et les bas de toutes ces sociétés américaines au cours de l'année dernière, vous verrez cas après cas où le plus haut est 2 fois inférieur. Maintenant, c'est pour les entreprises américaines saines qui continuent de payer les gens qui vendent des biens et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de jouer sauf quand vous le voulez, c'est la chose importante. Et c'est ce que Graham vous dit. Le marché n'est pas là pour vous dire quoi que ce soit. Les marchés sont là juste en gros,
pour vous servir quand vous voulez qu'ils vous servent. Vous savez, l'une des choses les plus importantes à retenir dans les actions est très difficile à faire, mais les gens ont tous ces sentiments à ce sujet. Le stock ne sait pas que vous le possédez. Vous savez que vous êtes assis là avec ces certificats pour Berkshire, la société ne sait même pas que vous le possédez. Vous savez, les actions ne se négocient pas maintenant et ils ne savent pas que vous les possédez. Donc, elle n'a aucun sentiment à votre égard. Je veux dire, vous avez tous des sentiments à ce sujet, mais cela fait simplement partie d'une entreprise. Si Berkshire vaut 75 000 fois 1,5 million d'actions, environ 110 milliards ou quelque chose comme ça, c'est un bon investissement. Si ce n'est pas le cas, c'est un mauvais investissement. Vous savez que vous devez le faire, valoriser l'entreprise. Mais les gens ne font pas ça à Wall Street. Vous pariez que vous entendez des objectifs de prix ou ce genre de choses. Mais vous ne voyez personne écrire un article qui dit « Voici la nature de cette entreprise au cours des 20 prochaines années. À quoi va servir cette entreprise? À qui devrait-elle vendre? Oubliez à qui elle vend. » En fait, l'une des choses que j'aime toujours faire lorsque je regarde des investissements, c'est que j'aime les regarder sans connaître le prix. Parce que si vous voyez le prix, cela a automatiquement une certaine influence sur vous. Si vous vous asseyez simplement avec les rapports, si j'ai une idée sur la recherche d'une entreprise et que j'obtiens ces 10 000 $ et ainsi de suite, je préférerais ne pas connaître le prix parce que je préfère l'apprécier sans connaître le prix. Une des choses que je ferais est d'obtenir le formulaire de course à l'avance. Et s'il y avait 9 chevaux dans une course, je dirais évidemment les probabilités de chance que chaque cheval gagne la course devraient totaliser 100%. Puis je comparerai ces pourcentages aux cotes, mais tout d'abord, je ne regarderai pas les cotes en premier. Je regarderai les performances passées et tout ça, d'abord. La bourse est de la même manière. La troisième chose dans le livre de Graham est la marge de sécurité. Si vous arrivez à un pont et il est indiqué une capacité de 10 000 livres et que vous conduisez un camion de 9 800 livres, vous descendez plus loin et trouvez un autre pont. Je veux dire, vous savez que personne ne sait exactement quelle est cette capacité et il a peut-être été signé, il a peut-être été construit il y a 3 ans. Donc vous laissez toujours une marge de sécurité, vous n'essayez pas de réduire les choses à cette clôture, vous attendez que quelque chose vous crie dessus sur le marché boursier. Avec ces 3 principes, vous pouvez construire toutes sortes de structures sur cela, mais c'est la fondation si vous avez cela à l'esprit. Et c'est dans le investisseur intelligent, je n'ai jamais rien trouvé qui puisse se comparer de loin aux 3. Je ne peux tout simplement pas me débarrasser d'un pied du tabouret à 3 pieds. J'ai toujours une bonne philosophie d'investissement. Mais la chose la plus importante, c'est comprendre le business. Disons simplement pour le moment qu'on vous a donné $1 million ou tout ce qui était nécessaire. Et que vous pouvez regarder autour de Knoxville ou regarder autour de tout le Tennessee, si vous le souhaitez, et acheter dans 3 entreprises que vous connaissez d'ici une semaine. Des entreprises privées qui ne font pas de commerce ou quoi que ce soit du genre. Vous avez une semaine pour le faire ou vous devez rendre l'argent. Que ferez-vous au cours de la semaine prochaine? Cela signifie que vous pouvez examiner toutes ces entreprises. Certaines d'entre elles vous sont assez familières, certaines d'entre elles vous connaissez moins, certaines que vous connaissez de réputation. Certaines d'entre elles, vous connaissez la direction. Certaines d'entre elles, vous connaissez leur situation concurrentielle. Qu'est-ce qui va se passer? Vous réfléchissez pendant cette période de 7 jours à la façon dont allez-vous réellement filtrer ces entreprises. Je pense que vous recherchez 3 entreprises et vous ne pouvez pas les échanger après les avoir achetées. Vous allez juste les posséder le reste de votre vie. Vous allez rechercher des entreprises qui ont un avantage concurrentiel durable. Vous ne voulez pas acheter une franchise Burger King simplement parce que personne ne s'en est encore trouvé à moins de 10 000, parce que vous connaissez Wendy's et Donald's et tous ceux-là seront là très bientôt. Ce n'est pas nécessairement celui qui gagne le plus d'argent maintenant que vous allez rechercher quelque chose avec un avantage concurrentiel durable qui prend une entreprise avec une sorte de fossé autour d'elle. Parce que le capitalisme, par définition, est un système dans lequel chaque fois que quelqu'un a un avantage économique, quelqu'un d'autre viendra après. C'est juste la nature. Si vous ouvrez un restaurant qui a du succès ici en ville, vous savez que quelqu'un va prendre votre menu et probablement prendre votre chef, peut-être réduire votre prix, peut-être offrir un peu plus de parking, peut-être être meilleur. Mieux? Ok. Peu importe ce que je veux dire, le capitalisme consiste à s'en prendre au château de l'autre. Si c'est le cas, vous voulez un château avec de grandes douves autour. Il y a de nombreuses façons d'avoir un moteur sur quelque chose. Vous pourriez l'avoir par protection, par brevet, vous pourriez l'avoir par emplacement dans certaines régions.
Je veux dire que si vous avez quelque chose en tête comme le Coca-Cola, 6 milliards de personnes dans le monde ont pratiquement toutes quelque chose en tête à propos du Coca-Cola, ce qui est largement favorable. Ils n'ont rien en tête de RC Cola. Et si RC Cola dépensait $1 milliard en publicité, ils n'auraient rien en tête à propos de RC Cola. Mais ils ont quelque chose en tête à propos de la Coke, et en général, c'est favorable. C'est pourquoi la Coke veut être là où les gens sont heureux, parce qu'ils veulent être au théâtre, ils veulent être à Disney World, ils veulent être à la série mondiale, ils veulent toujours que tu bois ce verre de Coca-Cola, tout en éprouvant le bonheur. Et s'ils font cela, ils vont vendre beaucoup de Coca-Cola. C'est donc un avantage concurrentiel durable. Et vous voulez que ce soit géré par des gens honnêtes et habiles qui ne veulent pas y aller avec un escroc. Maintenant, les meilleures entreprises à acheter sont celles où tu pourrais avoir de la drogue là-dedans. Je veux dire, Peter Lynch dit que tu sais, achète une entreprise qui est si bonne qu'un idiot peut la diriger, parce que tôt ou tard vous le saurez. Et il y a du mérite à cela. En fait, j'ai reçu une question l'autre jour de ce groupe d'étudiants, et ils ont dit que vous savez ce qui va arriver à Berkshire quand vous deviendrez gaga. Et j'ai dit, bien, Berkshire est tellement bon que je peux devenir gaga. En fait, je peux même l'être. Vous savez que c'est le genre d'entreprise à posséder. Donc, vous voulez une direction compétente et honnête. Ensuite, il est essentiel de considérer un prix raisonnable. Ceci est particulièrement important lorsque vous parcourez l'État du Tennessee en une semaine. Lors de votre processus de sélection, il est nécessaire d'éliminer les options qui ne semblent pas prometteuses. Cette approche stratégique a été soulignée dans un article remarquable publié dans le New Yorker il y a 30 ans, qui explorait le légendaire match d'échecs de Bobby Fischer contre Spassky. Cela a démontré la capacité de l'esprit humain à réduire des millions de possibilités à seulement quelques options viables. En s'engageant dans une réflexion profonde, l'esprit humain est en concurrence avec des ordinateurs puissants capables de traiter des centaines de milliers, voire des millions de calculs par seconde. Cependant, l'esprit humain possède la capacité remarquable d'écarter 99,999% de ses possibilités en se concentrant uniquement sur les 3 ou 4 options qui recèlent réellement un potentiel. Investir de cette manière n'est pas trop complexe en raison du nombre limité d'entreprises impliquées. Néanmoins, cela nécessite de renoncer à diverses alternatives. Par exemple, si la vie d'une personne dépendait de la sélection d'un groupe de 10 actions de l'indice Dow Jones qui surperformerait le marché dans son ensemble, il serait sage de consacrer du temps à analyser efficacement les entreprises sous-performantes. En éliminant soigneusement ces options, on peut rationaliser le processus décisionnel. En fait, cette approche s'avère souvent plus fructueuse que de tenter de sélectionner les 10 plus performants. Compte tenu du vaste éventail de possibilités offertes par l'État du Tennessee, certains aspects peuvent être immédiatement écartés comme étant trop difficiles, comme l'enquête sur des concessionnaires automobiles difficiles. En adoptant une approche sélective et en se concentrant sur les zones les plus prometteuses, on peut naviguer efficacement dans le Tennessee. Ça sera toujours compétitif. Qui sait si Ford ou General Motors vont vendre plus de voitures dans 5 ans? Alors dites simplement que j'abandonnerai les concessionnaires automobiles, je choisirai votre budget, je vais penser à autre chose. Et cette approche que vous utilisez est la même approche que vous voulez vraiment amener en bourse. Vous avez 3000 sociétés ce soir. Vous pouvez regarder à la bourse de New York. Il y a une valorisation sur chacune d'entre elles parmi elles, ça changera demain. Tu n'es pas obligé de jouer une fois par an si tu en as 20 bonnes, si tu as 5 bonnes idées dans ta vie pour devenir très riche. Tu sais, je dis aux étudiants parfois qu'il serait mieux s'ils avaient une carte perforée quand ils sortèrent de l'école, avec seulement 20 coups dessus. Parce qu'au lieu d'écouter quelqu'un lors d'un cocktail et ensuite boire un verre le lendemain matin en achetant des chemises, ils penseraient vraiment à chaque coup. C'est-à-dire que tous les coups que vous obtenez 20 les coups de poing sont nombreux, vous devez simplement vous assurer que vous n'en faites aucun pour des raisons frivoles. Nous ne voulons jamais acheter quoi que ce soit de petit chez Berkshire, cela ne fait aucune différence. Vous savez, nous voulons réfléchir à des choses qui peuvent nous faire bouger l'aiguille, et cela devient de plus en plus difficile à mesure que le capital augmente. Mais c'est ainsi qu'il faut se concentrer sur les investissements.